Une démonstration de violence. Il y avait une énorme flaque de sang. On avait fait preuve d'une brutalité inouïe. Comment peut-on manifester une telle violence envers quelqu'un qui avait aussi bon cœur? Il est de mon devoir de tirer au clair cette affaire pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé, qui est le coupable et pourquoi il a agi ainsi. Angel is dispatched right away to 3662 Carmel Ridge. Okay, what's the problem there? My husband went around back and hit the ditch lot all over. Je suis arrivé vers 22 heures sur place et on se serait cru à un match de baseball. Il y avait des lumières de toutes parts et des journalistes. On n'est pas habitué à ce genre de choses. La famille Craven était la seule que je connaissais dans cette portion de rue. Alors évidemment, j'ai prié pour qu'il ne leur soit rien arrivé. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'étais sous le choc. Edgewood, en banlieue de Cincinnati, est surnommée la cité dortoir, et pour cause. C'est une ville tranquille, sûre, le dernier endroit où on s'attendrait à tomber sur une scène de crime. Edgewood est une ville agréable, une commune aisée et très calme, à quelques minutes de l'aéroport international de Cincinnati. Les Craven vivaient au bout d'un cul-de-sac et ils avaient 2 enfants en bas âge. Ce quartier était tout simplement idyllique pour eux. Stephen Craven était un pilote d'avion qui travaillait très dur pour devenir pilote de ligne. Il était passé par la garde côtière. C'est ainsi qu'il a appris le métier. Il a été pilote pour la surveillance côtière en Californie du Sud. C'est là qu'il a rencontré Adele. Find a contractor? Was I supposed to find a contractor? Hey, I'm on it. Ils avaient une vie rêvée. Ils partaient en vacances ensemble. Steve jouait avec ses fils. Ils avaient même adopté un furet qui était la mascotte de la maison. C'était un foyer heureux. Steven était un père attentif et très affectueux. Ses fils l'adoraient et il leur rendait bien. Il se jetait dans ses bras et lui courait à leur rencontre. C'était vraiment les grandes effusions entre eux. Ils étaient très câlins et très démonstratifs. D'après moi, les Craven vivaient le rêve américain. Adele se sentait seule. J'imagine que c'est souvent le cas des épouses dont le mari doit régulièrement s'absenter ou voyager pour le travail. Adele est aussi une nouvelle venue dans la région de Cincinnati. Adele est latino-américaine. Elle est originaire de la Californie du Sud et il n'y a pas beaucoup de latinos là où elle s'est établie. Elle se sent donc quelque peu isolée. Ça n'a pas dû être facile pour elle. Adele comble ce vide en se trouvant une mission qui va devenir une vraie passion. Adele voulait aménager le sous-sol. Elle prévoyait une grande chambre d'amis avec salle de bain attenante et dressing. Elle voulait pouvoir accueillir sa famille de Californie et inviter la famille de Steve, qu'il soit bien installé tout en restant indépendant. Adele a grandi dans un quartier relativement pauvre. Et on peut dire qu'elle a eu la vie dure. Mais grâce à Steven, elle avait la possibilité de se construire une vie meilleure. Elle avait envie de rendre la maison agréable pour ses enfants et pour sa famille. Elle consacrait beaucoup de temps et d'énergie à ce projet. Quand Steven partait travailler, il s'absentait entre 5 et 6 jours d'affilée. Il traversait le pays en avion, vivait à l'hôtel et mangeait dans de bons restaurants, pendant qu'Adele restait à la maison pour s'occuper des enfants. Pour une épouse de pilote, ce n'est pas toujours simple à gérer.
À ce stade de sa carrière, Steve était absent une bonne moitié du mois, mais le reste du temps, il était chez lui, avec beaucoup de temps libre qu'il pouvait consacrer à ses fils et à sa femme. Back to work. Already? Rusty McIntyre cumulait plusieurs emplois. Il avait un travail à temps plein de bagagiste d'aéroport, mais il faisait aussi de menus travaux. Il travaillait pour son père sur des chantiers, pour arrondir ses fins de mois. Mais il avait du mal à s'en sortir. Il voulait devenir son propre patron. Comme ses travaux de rénovation comptent beaucoup pour Adele, Steven engage Rusty pour s'occuper de ses aménagements. Well, this is it. My big question is whether you think we need to dig, or is there enough ceiling? Is this what I think it is? It better be. Cost me $1,200. We'll take it out sometime. Yeah? Yeah. All right. Oh. Here comes the real boys. Hi. My wife Adele. Oh, now I get why they call you Rusty. Steve se faisait très facilement des amis. Ils travaillaient tous les deux à l'aéroport. Ça leur faisait un point commun. Well, I got a plane to fly. Okay, I love you. Les Craven ont engagé Rusty pour s'occuper des travaux du sous-sol. Rusty venait s'y atteler dès qu'il avait un peu de temps libre. On lui avait même fourni un double des clés pour circuler comme il le voulait. Jody, la femme de Rusty, était mère au foyer. Elle essayait de maintenir son foyer comme elle le pouvait avec le peu d'argent que son mari ramenait, tout en sachant qu'il était très souvent absent, car très pris par ses divers engagements. C'était très dur pour elle. Rusty était toujours très juste financièrement parlant. Il gagnait à peine un SMIC. Malgré tout ce qui les sépare, les deux couples deviennent amis. Steven gagnait très bien sa vie en tant que pilote de ligne. Il me semble qu'il touchait dans les $200,000 à l'année. Rusty avait un poste qui était plutôt considéré avec mépris par les pilotes. On les surnommait les rats des pistes. Même s'ils travaillaient dans le même environnement, il y avait une énorme différence de niveau de vie entre eux. Rusty était impressionné, mais aussi un peu envieux de la situation professionnelle de Steve. Au fil des mois, Rusty travaille à l'aéroport et passe ses soirées au sous-sol des Craven. Yeah. Do you think that would work? Yeah, that's gonna look great. Oh, but wait. Where was the other one I liked? Plus Rusty passait de temps chez les Craven, plus Adele et lui se rapprochaient. Je ne sais pas trop ce que Steven pensait de tout le temps que passait Adele aux côtés de Rusty. Mais je sais de sources sûres que les voisins avaient remarqué que la voiture de Rusty était souvent garée devant chez eux, lorsque Steven était absent pour son travail. Après la fin des travaux de rénovation, Rusty continue de se rendre régulièrement au domicile des Craven. Steven commençait à ne plus trop apprécier la présence permanente de Rusty auprès de sa famille. Il acceptait de menus travaux, mais prenait tout son temps. How are you? Good. Listen, why don't you go upstairs, go to bed, and I'll be up in a second, all right? Okay. All right. I think I better get going. Yeah. Okay. Steven trouvait que Rusty commençait à dépasser les bornes, qu'il était devenu un élément perturbateur au sein du foyer, car il était tout le temps chez eux, même quand il n'avait pas de raison particulière d'être. This place is a pigsty. When I come home, I want some semblance of order. This place should be in tip-top shape. And so should you.
Steven pouvait se montrer assez critique envers Adele. Il lui reprochait de ne pas faire assez d'efforts pour retrouver la ligne. Et comme souvent chez les femmes, c'était un sujet houleux. Elle n'appréciait pas ses réflexions. Les Craven ont été victimes d'une fuite d'eau qui a ruiné certains des travaux du sous-sol. Steve avait une confiance absolue envers Adele, mais il a fini par avoir des doutes. Steven Craven est un pilote de ligne, souvent absent, qui commence à s'inquiéter de l'intimité grandissante entre sa femme Adele et leur homme à tout faire, Rusty. Mais cette méfiance ne fait que les rapprocher davantage, puisqu'ils montent une affaire ensemble. What are you doing here? Saw your car. Adele et Rusty se sont mis à parler de leur frustration. Rusty voulait être son propre patron et ne plus devoir dépendre des autres. La vie bien rangée de Steven était devenue étouffante pour Adele. Elle se sentait piégée à devoir rester à la maison pour élever ses 2 enfants. Ils se confiaient et se complaisaient dans leur malheur. Going for a run? Well, I don't want to let myself go. Steve avait une confiance absolue envers Adele, mais il a fini par avoir des doutes. Et le connaissant, ça n'a pas dû être un cap facile à passer. Il devait avoir de bonnes raisons de douter d'elle. Adele voulait reprendre le contrôle de sa vie. Peut-être que Steve, par certains côtés, l'empêchait de se sentir libre. Rusty avait donné un vieux téléphone portable à Adele. Et Steven n'a pas franchement apprécié l'initiative. What's this? I didn't want to tell you. Tell me what? About my business. Your business? Adele, qui se plaignait de ne pas avoir suffisamment d'argent de poche, avait décidé de monter sa propre affaire. Rusty et elle comptaient offrir leurs services pour des travaux de peinture et de décoration d'intérieur. Ce qui expliquait aussi pourquoi ils se voyaient aussi fréquemment. Interior design. You're not seriously jealous about this. Steven. Steven. Hey. I need this. I don't like it. Hey. You have to trust me. Adele a expliqué à Steven que c'était pour elle un moyen de rester occupée pendant qu'il s'absentait pour le travail. De ce fait, Adele a réussi à le convaincre qu'elle devait persévérer dans cette voie et continuer sa collaboration avec Rusty. Steven a dû se dire que cette collaboration ne durerait pas. Mais ça semblait tellement compter pour elle, ça lui donnait un but dans la vie. Steven accepte à contre-cœur le projet d'Adele et Rusty. Mais il lui demande de faire des efforts pour tenter de sauver leur mariage.
Ils allaient souvent à l'église et ils ont décidé de demander de l'aide extérieure. Certains paroissiens les aidaient à mieux communiquer l'un avec l'autre. Ce qu'il m'a laissé entendre à l'époque, c'était qu'ils traversaient une mauvaise passe, mais qu'ils allaient s'en sortir. Tandis que les Craven essaient de sauver leur couple, pour Rusty et son épouse Jody, cette nouvelle entreprise est une opportunité d'évolution sociale. Rusty travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Il se croyait plus proche des Craven qu'il ne l'était vraiment. Cette impression d'intimité est soulignée par le fait que Steven et Adele embauchent Rusty pour construire une cabane pour leurs enfants. Comme c'est une tâche importante, Rusty appelle en renfort son ami Ron Pryor. You all right? Yeah, I'm fine. Il avait l'impression d'être devenu l'un des amis intimes de Steven. Hey, Steven, we still haven't taken that fishing trip yet. You should go. You work so hard. Sur les conseils de son épouse, Steven accepte d'emmener Rusty pour une partie de pêche. Want another beer? Yeah, sure. Whoa, whoa. Easy. Il essayait de se donner l'image de l'entrepreneur accompli, pour tenter de donner l'illusion d'être l'égal de Steven. How's the family? Good, actually. Jody and I are going on a cruise. First vacation in forever. It's a big thing for you guys, huh? Rusty voyait bien que Steven pouvait se montrer un peu condescendant envers lui. I'm snagged. Hang on. You all right? La coupure de Steven est superficielle, mais semble annonciatrice de sombres événements. Lorsqu'il rentre de sa partie de pêche, il fait une désagréable découverte. Les Craven ont été victimes d'une fuite d'eau qui a ruiné certains des travaux du sous-sol. Steven a donc appelé Rusty pour qu'il y jette un œil. Rusty est arrivé entre 9h30 et 10h du matin. Adele est sortie ce matin-là en laissant Steven et Rusty entre eux. Elle a embrassé son mari et est partie vaquer à ses occupations. Je me baladais ce matin-là et j'ai croisé sa voiture au bout de la rue. Elle a vu que je m'approchais et elle a baissé sa vitre pour me demander comment j'allais. Hey! Hi! Where are you off to? Well, you know, just gonna go get the kids. We've got a whole day planned. They've been talking about it for days. On a discuté 5 minutes des vacances d'été. On a pris des nouvelles des uns et des autres. C'était un échange agréable. Okay, bye! Bye! See you later. Adele et Jody, la femme de Rusty, avaient prévu d'amener les enfants à une aire de jeu et de passer un bon moment ensemble. Mais dans quelques heures, le monde d'Adele sera complètement chamboulé. Adele rentre chez elle avec ses 2 fils après une journée chargée. Il était 20h, 20h30. C'est là qu'elle découvre que la porte d'entrée est grande ouverte et que la lumière est allumée. Stay in the car. Steven était censé être absent. Elle se demandait pourquoi la porte était ouverte. County 911.
My front door is open and the office looks like it's been gone through. I looked at the window. Can you please have the store car out? Yes, ma'am. That's 362 Caramel Ridge. Yes. On a fait venir plusieurs unités pour une intervention rapide. On accédait au sous-sol par des escaliers. Les agents de police sont tombés sur une énorme flaque de sang. Ils ont également vu des traces de pas sanguinolentes, puis un homme allongé à plat ventre, baignant littéralement dans une mare de sang. Vu l'état dans lequel on a retrouvé le cadavre, il était évident que l'auteur du crime avait fait preuve d'une brutalité inouïe. Il avait reçu une douzaine de coups de pied de biche à la tête. Puis il a été achevé de 3 balles en pleine tête. Quand je suis arrivé, il y avait des lumières de toutes parts. On n'est pas habitué à ce genre de choses. No, I don't have an idea on the body yet. Le corps était sanguinolent et il avait reçu de nombreux coups à la tête. Mais son visage était encore à peu près reconnaissable. J'ai tout de suite songé à chercher une photo de famille pour pouvoir comparer avec l'homme qu'on venait de retrouver. On a ainsi pu prouver qu'il s'agissait bien de Stephen Craven. Comment peut-on manifester une telle violence envers quelqu'un qui avait aussi bon cœur? Je ne pouvais détacher mes yeux de cette femme désespérée qui venait de perdre son mari et de ces 2 petits garçons qui n'avaient plus de père. J'étais sidéré, stupéfait. Je n'arrivais pas à y croire. Quelqu'un à l'autre bout du fil m'a annoncé que Steve venait d'être assassiné à son domicile. Je suis sorti de chez moi. J'étais blême. C'était vraiment trop dur. Je me suis effondré sur le sol. Je n'arrêtais pas de répéter « Steve est mort ». Mais ça n'avait aucun sens. Rien n'avait plus de sens pour moi. Comment est-ce qu'une chose pareille avait pu se produire ? Stephen était quelqu'un d'honnête, de fiable et de spontané. Il était de mon devoir de tirer au clair cette affaire pour qu'on puisse savoir ce qui s'était passé, qui était le coupable et pourquoi il avait agi ainsi. Les enquêteurs excluent d'emblée la thèse du cambriolage, étant donné qu'aucun objet de valeur n'a disparu. On a retrouvé des cartes de crédit, de l'argent liquide dans le bureau. Rien n'avait été volé. Ce qui était surprenant, c'était ce miroir. Un miroir mural, installé dans un coin de la pièce, mais qui n'avait rien à faire là. On avait aussi relevé des traces de pas, des empreintes de chaussures de sécurité qui semblaient s'éloigner du cadavre, ce qui signifiait qu'une personne s'était tenue dans cette mare de sang. Puis on a aperçu une cartouche sur le sol. C'était l'enveloppe de cuivre d'une balle de revolver, de calibre 38.
Lorsqu'on enquête sur un homicide, on doit tout d'abord tenter de mettre hors de cause les proches en les interrogeant. Ce qui est particulièrement délicat étant donné que ce sont souvent les victimes collatérales du drame. Miss Craven, do you or your husband have a .38 caliber handgun in the house? No, not in the house. My husband had a .38, but he keeps it in a safety deposit box. When was the last time that you saw your husband? C'était vers 10h30 ce matin-là. Adele a décrit sa journée comme étant très chargée. Elle s'était rendue à la banque, elle était allée dans une boutique de téléphonie pour régler une facture, elle avait déjeuné à l'extérieur, elle avait des preuves de tous ses déplacements. Puis, le lieutenant Wallace a demandé à Adele qui était la dernière personne qu'elle avait vue en compagnie de Steven. Rusty McIntyre. Lorsqu'elle est partie, Rusty et Steven étaient encore à la maison. Steven buvait une bière. Les enquêteurs sont impatients de s'entretenir avec Rusty pour connaître sa version. Sorry to bother you, ma'am. Is your husband home? Rusty? Rusty m'a confirmé qu'il se trouvait bien au domicile des Craven, mais qu'il avait fini par partir travailler sur un autre chantier. What time did you leave the Craven house? 10:30. These yours? Yes, sir. Would you mind if I took a look at them? Sure. On était à la recherche de la paire de chaussures qui aurait pu laisser les traces relevées sur la scène de crime. Ces chaussures ne correspondaient pas aux empreintes. We may have to follow up with you in a few days, if that's okay. Tandis que les enquêteurs continuent leurs investigations, Steven est inhumé, une semaine seulement après le meurtre. L'enterrement a été terriblement éprouvant pour moi. J'ai pris Adele dans mes bras et je lui ai demandé si elle tenait le coup. Et elle m'a répondu qu'elle ne savait pas comment ils allaient pouvoir s'en remettre. Je suis entré et je me suis recroquevillé sur une chaise dans le fond de l'église. J'avais les yeux fermés, la tête entre les mains, et j'ai senti que quelqu'un m'enlaçait. Adele tentait de me réconforter et de me rassurer. Adele et ses fils avaient préparé une très belle sélection de photos de Steve tout au long de sa vie. Je n'en revenais pas qu'Adele ait été capable de faire ça. Jamais je n'aurais été en état de trier les photos de mon ami et de lui rendre un tel hommage. Ça aurait été trop éprouvant. C'était le tout premier homicide relevé à Edgewood. La communauté était en émoi. Les habitants voulaient s'assurer que les forces de l'ordre étaient bien sûres et certaines que c'était un acte isolé et que personne ne risquait rien à emmener ses enfants au parc ou à se rendre à l'église. La police continue d'analyser les preuves à sa disposition, mais n'a toujours aucun mobile probant. Detective? Yeah. What's this? This was in the Craven evidence box. I don't understand. I was on patrol about a month ago. Night shift. Un agent était en patrouille dans le quartier et il est tombé nez à nez avec un couple en train d'avoir des rapports sexuels dans une fourgonnette. L'agent demande une pièce d'identité. Il s'agissait de Rusty McIntyre. Et aux côtés de Rusty, la femme n'était autre qu'Adele Craven. That's her. The woman in the truck. Rusty voulait posséder la même chose que Steven. Et la plus belle chose qu'avait Steven dans la vie, c'était Adele. Si Rusty était pris d'Adele, on a peut-être enfin un mobile.
reste un problème. J'ai envoyé un enquêteur en filature, histoire de garder un œil sur Rusty et surveiller ses allées et venues. Il m'a appelé pour m'annoncer que Rusty et sa famille venaient de décoller pour la Floride. J'ai appris par la suite que cette croisière n'était pas remboursable et qu'ils avaient déjà acheté leur billet d'avion. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent et ces vacances leur avaient coûté excessivement cher. Aussi, il n'est pas si invraisemblable que ça qu'ils aient décidé de partir malgré tout. Évidemment, beaucoup de gens pensaient que Rusty avait quitté le pays et qu'il ne reviendrait pas. Puis, j'ai appris qu'il avait pris un billet retour pour lui et sa famille. On nous a donné la date et l'heure de son arrivée à l'aéroport. J'ai envoyé un grand nombre d'agents en uniforme pour que ce soit la première chose que Rusty voit en descendant de l'avion, histoire de le mettre en état de stress. C'était une manière de le manipuler et de le forcer à parler en toute légalité. Rusty est de retour, mais le lieutenant Wallace l'attend de pied ferme. Il était terriblement nerveux, angoissé et effrayé. C'était exactement l'effet recherché. Rusty McIntyre, come with us, please. J'avais aussi fait appel aux médias locaux pour créer un climat anxiogène autour de Rusty. J'imagine que tout ça a dû bien le chambouler. C'est ce jour-là que j'ai interrogé Rusty pour la première fois. Toutes les conditions étaient réunies. So tell me, how do you know Adele Craven? I remodeled her basement. And we started a business together. Is that it? That's it. Have you ever been intimate with her? No. Je l'ai laissé s'enfoncer dans ses mensonges au sujet de leur liaison. Ça me permettait de rebondir et de lui faire comprendre que je savais qu'il ne me disait pas toute la vérité. So, you don't remember having sex with her in a church parking lot? À ce moment-là, Rusty a commencé à donner des signes de faiblesse. Il avait l'air abattu et a commencé à craquer. Il s'est rendu compte que c'en était terminé pour lui, que l'étau se resserrait. La première chose qu'il m'a dite a été « All I know is that Ronnie did it. » Ronnie? Il ne s'agissait plus d'un horrible acte de violence, mais bien d'un meurtre avec préméditation. You all right? Yeah, I'm fine. Rusty et Ronnie avaient travaillé ensemble sur quelques chantiers. Rusty savait aussi très bien que Ronnie avait toujours de graves problèmes d'argent et qu'on pouvait l'embaucher pour tout type de tâches. Rusty m'a raconté que Ron Pryor devait toucher $1500 pour le meurtre de Steven. Le lieutenant Wallace a procédé à un interrogatoire tout à fait classique, mais il a réussi à soutirer des aveux à Rusty. So tell me, what was your role in all this? It wasn't my idea, and it wasn't my money. I believe you, Rusty. It was Adele. Il a affirmé au lieutenant Wallace que c'était Adele qui avait commandité le crime. Elle avait raconté à Rusty que Steven avait souscrit une assurance vie d'une valeur de $500 000. La police ne peut accepter les accusations de Rusty telles quelles. Il lui faut des preuves de ces allégations. J'ai réinterrogé Adele. Elle était agressive, peu coopérative et terriblement évasive. Je lui ai demandé de me raconter ce qui s'était passé. Adele avait affirmé que Rusty et Steve avaient bu une bière, que c'était elle qui avait versé la bière dans des gobelets en plastique. Happy hour somewhere. If you're offering. Ce n'était pas dans leurs habitudes de boire de l'alcool dès le matin. Parmi les analyses que j'ai réclamées au laboratoire, j'ai notamment demandé un rapport de toxicologie concernant le liquide présent dans le gobelet. Rusty avoue à la police qu'ils se sont débarrassés des bottes et des armes dans une décharge. Le lieutenant Wallace s'est rendu sur le site d'enfouissement à la décharge. On était en plein mois d'août à Cincinnati, dans l'Ohio. Il faisait chaud et l'odeur était très forte. Le lieutenant Wallace a passé bien 2 semaines sur place pour essayer de retrouver les pièces à conviction. Ils sont tombés sur le jackpot.
Ils ont retrouvé les bottes que portait Ron Pryor lors des faits, ainsi que des traces d'ADN de Steve. La police montre les chaussures à Ron et lui fait remarquer que c'est sa pointure. Au bout d'1h40, Ron a fait des aveux complets. Il nous a raconté avoir tabassé et tué Steven contre une avance de $1000 et qu'il devait toucher $1400 supplémentaires lors du déblocage de l'assurance vie. Mais rien ne relie Adele à ce crime. C'est la bière qui a mis au jour leur plan diabolique. Toute cette histoire est un pur acte de trahison. Une trahison à tous les niveaux. Rusty McIntyre et son ami Ron Pryor sont en détention. Ils prétendent tous deux qu'Adele Craven les a poussés à tuer Steven. Toutefois, le lieutenant Wayne Wallace a besoin de preuves tangibles. J'ai demandé un mandat de perquisition pour pouvoir chercher l'arme qui devait se trouver dans ce fameux coffre-fort. À l'intérieur, aucune arme, mais une vidéo. Steven avait filmé ceci en compagnie d'Adele pour leur assurance. Il s'agissait d'un inventaire de tous les objets de valeur que la famille possédait. Mais pendant qu'il filme, Steve indique ce qui se trouve dans l'armoire forte. Adele m'avait dit que l'arme n'était pas à la maison, alors que pendant le tournage de la vidéo, on la voit montrer l'armoire où se trouve le revolver. C'est bien la preuve qu'Adele a menti à la police. Toutefois, c'est le rapport de toxicologie du contenu du gobelet qui signera sa perte. Steve avait bu un verre de bière qu'il n'avait pas encore métabolisé, ce qui signifiait qu'il était mort avec de l'alcool dans le sang. Ce rapport de toxicologie a été déterminant, car il a permis aux médecins légistes d'estimer l'heure de la mort entre 10h et 10h15 ce matin-là. Hey! Hi! Where are you off to? I'm, just gonna go get the kids. Hey, have fun. Okay. Elle se trouvait donc à son domicile lorsqu'il est mort. Surtout que sa voisine a déclaré l'avoir vu quitter le quartier vers 10h30 et qu'elle s'était rendue à la banque à 10h35. Après avoir retracé la chronologie, on a décidé d'aller l'arrêter. Finalement, c'est la bière qu'elle a offerte qui a mis au jour leur plan diabolique. Avec Adele Craven, on bat des records en termes de cruauté, même parmi les meurtriers. Les années passant, la frustration d'Adele a fini par atteindre le point de non-retour. Adele s'était mise à espérer secrètement que l'avion de son mari s'écrase ou qu'il ait une attaque. Il y avait de l'argent qui tomberait grâce à l'assurance vie que Steven avait contractée au cas où il viendrait à mourir. Adele a demandé à Rusty de divorcer pour qu'il puisse enfin connaître le bonheur. Hey Steven, we still haven't taken that fishing trip yet. You should go. You've been working hard. D'après les autorités, Adele avait 2 mobiles, retrouvé sa liberté et touché l'argent de l'assurance vie. Ils avaient échafaudé plusieurs plans pour tenter d'éliminer Steven. Ils avaient envisagé de le tuer lorsqu'il était parti pêcher en compagnie de Rusty. Mais Rusty n'en a pas eu le courage. Adele en a conclu qu'elle ne pourrait pas compter sur Rusty pour le faire. Elle lui a alors demandé s'il connaissait qui que ce soit qu'il pouvait embaucher pour faire le sale boulot. Rusty avait sa petite idée. Finalement, ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, c'est qu'Adele a confié ses fils à une voisine pour pouvoir faire quelques courses. Rusty et Ron sont arrivés chez les Craven. Ron était caché dans le coffre du fourgon. Ron est allé se cacher dans le sous-sol, près du miroir.
Adele avait prévu de faire descendre Steve au sous-sol en lui faisant croire que le furet s'était échappé. C'était le moment où Pryor passerait à l'attaque. Ron Pryor l'a frappé 12 fois pendant qu'Adele assistait à la scène. Elle voulait le regarder dans les yeux et le voir expier les fautes qu'elle lui imputait et tout le mal dont elle le croyait coupable. Mais Steven résistait. C'est à ce moment-là qu'Adele est allée chercher un revolver de calibre 38 qu'elle a sorti de son armoire pour le confier à Pryor en lui disant « Pryor s'est avancé et lui a tiré une balle en pleine tête. » Voyant qu'il ne mourrait toujours pas, Adele a rajouté 3 balles dans le barillet. C'est là qu'il est mort. McIntyre est un simple pion. C'était un pion. Mais un pion prêt à faire quelque chose d'horrible. Ça me fait froid dans le dos de savoir que Steven était étendu mort chez lui pendant que je faisais la conversation à sa femme. Il est resté ainsi toute la journée. J'ai tant de peine pour leurs 2 fils. C'était vraiment 2 gentils petits garçons. Exubérants, mais tellement mignons et affectueux. Je n'arrive tout simplement pas à croire qu'une mère aussi aimante, telle que j'ai pu la voir se comporter avec ses garçons une année avant les faits, ait pu se dire qu'elle avait le droit de tuer le père de ses enfants sans que ça porte à conséquence. Aujourd'hui encore, cette tragédie a fortement ébranlé ma confiance en l'humanité. C'est elle qui avait tout organisé, qui avait tout planifié. Toute cette histoire est un pur acte de trahison. Une trahison à tous les niveaux. Pour qu'il y ait trahison, il faut d'abord qu'il y ait eu de la confiance. Steve était quelqu'un qui accordait facilement sa confiance. Et il s'est jeté à corps perdu dans cette relation, ce qui l'a mis dans une position vulnérable. Mais au-delà de sa vulnérabilité, il faisait preuve d'une grande force de caractère. Ça n'en finira jamais. C'est un deuil perpétuel. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à Steve. Voilà le genre d'impact qu'il avait sur tous ses proches et ceux qui le côtoyaient. Le bien et le mal, c'était pas tout noir ou tout blanc. C'était des nuances de gris. Il y avait des rentrées d'argent. L'immobilier flambait. Il avait beaucoup de secrets qu'on ignorait. Ils ont fini par le rattraper. Toute sa vie était un mensonge. Ron avait l'impression de perdre de l'argent injustement. Quand on est capable de tuer quelqu'un de sang-froid, c'est qu'on est dingue. Chaque enquête compte, mais celle-là m'a particulièrement touché. Stonington, dans le Connecticut, est une charmante petite ville connue pour ses sports nautiques et ses habitants chaleureux.
2 choses qui font aussi la réputation d'un habitant en particulier. Ron Erie était au centre de plusieurs activités de la ville. Les gens gravitaient beaucoup autour de lui. Il invitait toujours du monde chez lui, le plus souvent à l'improviste. Quand on le croisait après une balade en mer, il nous disait « Venez dîner, j'ai attrapé du poisson ». Il était comme ça. Ron était très extraverti et sympa. Il était beau et intelligent. Il avait une belle carrière. Il était ingénieur. Ron était un très bel homme. On peut dire que c'était un homme à femme. Elle lui plaisait. Et il leur plaisait aussi. Ron et les femmes. C'est un sujet palpitant. Les femmes l'aimaient et il les aimait aussi. J'ai l'impression que son visage s'illuminait quand il parlait à une femme. Si je devais énumérer toutes les femmes qu'il fréquentait dans mon entourage, la liste serait longue. Il n'avait pas forcément de relation amoureuse avec elles. Il aimait les femmes. C'est tout. Lui, c'est Paul. Ron et lui se connaissent depuis la fac. Il est dentiste. Ce sont des amis de longue date. Lui, c'est Frank Van de Ver. Il était courtier. Il travaillait pour Ron. Il était sociable, bavard, sympa. Il s'est tout de suite intégré au groupe d'amis de Ron. Et ça, c'est moi, Maggie Prescott. Je suis amie avec Ron depuis une éternité, depuis 1974. Ron connaît beaucoup de monde. Mais celle qu'il connaît le mieux, c'est Jennifer. Jennifer était brillante, intelligente. Elle était sympa. Elle avait tout pour elle. Elle avait un doctorat en biochimie. C'est l'une des personnes les plus brillantes que j'ai jamais rencontrées. Un vrai génie. C'en était effrayant, à vrai dire. Je crois que Jennifer avait beaucoup d'affection pour Ron. Ils étaient restés ensemble pendant un bon moment. Hey. Is everything all right? Remember that job in Japan? Yeah? Wow. It's great. Elle était scientifique et elle voulait poursuivre sa carrière. Quand on lui a proposé un poste au Japon, elle l'a accepté. Ron ne l'a pas suivi. Elle est partie au Japon sans lui. Jennifer a fait son choix. Je crois que les problèmes ont commencé quand Jennifer est partie au Japon. Ron avait un camarade de fac, Paul, qui était dentiste. Paul a emménagé chez Ron et ils vivaient ensemble. Ils étaient colocataires et ils étaient amis depuis longtemps. Il est resté 7 ou 8 mois. Ron fréquentait beaucoup de filles. Il profitait de sa vie de célibataire. Ron faisait tout pour remplir le vide qu'il y avait dans sa vie. Il avait une nouvelle conquête chaque week-end. Je ne sais pas d'où elle sortait. Je ne les connaissais pas. Mais très vite, une femme éclipse toutes les autres. Un jour, Melinda a débarqué. Elle venait du New Jersey. C'était une jolie fille. Any chance I can borrow the financial section? Maybe we could share. Ron était ingénieur. Il voyageait beaucoup grâce à son métier et il était doué pour faire de nouvelles connaissances. J'ai l'impression que son visage s'illuminait quand il parlait à une femme. End of an era. Paul déménage et trouve un appartement.
Melinda passe de plus en plus de temps chez Ron. C'était du sérieux entre eux. Pour elle, en tout cas. J'ai passé la plupart des week-ends chez lui. Ça avait l'air de coller entre eux. Leur couple devenait assez sérieux pour qu'ils envisagent de s'installer ensemble. Je ne connaissais pas très bien Melinda. Je la connaissais beaucoup moins que Jennifer. Jennifer faisait partie de notre cercle d'amis depuis des années. Et là, une nouvelle femme débarquait. Je pense qu'elle se sentait très seule dans notre groupe. C'était sa ville et ses amis à lui. Un jour, le monde de Ron s'écroule. It is a day that will be in bold print in history books. Black Monday, October 19th, 1987, when the stock market went into a free fall. En octobre 87, il y a eu un krach boursier épouvantable aux États-Unis. Beaucoup ont perdu une fortune sans savoir s'ils la récupéreraient. Tout ce que Ron avait, tout ce qu'il avait économisé pour sa retraite, il l'avait investi dans la bourse. C'était terrifiant. C'était la fin du monde. I'm losing my mind. You and everyone else. Évidemment, Ron se tourne vers son ami et courtier Frank Van de Ver. Listen, Ron, first thing is not to panic, okay? Frank était le courtier de Ron. Ron travaillait à son compte et Frank lui avait fait investir beaucoup d'argent. Ron avait gagné de l'argent grâce à Frank. This is market correction. Frank était de bons conseils. Je pense que c'est pour ça qu'il était aussi doué dans son travail de courtier. Pendant le krach de 1987, tout le monde a perdu de l'argent. Frank conseillait à ses clients de ne pas vendre. Come on, this is business as usual. Okay. So we stay the course. Weather the storm. Ron écoute les conseils de Frank et lui laisse toutes ses économies. Ron faisait confiance à Frank. C'est normal quand on confie de l'argent à un courtier. Mais la vie sentimentale de Ron vire aussi au cauchemar. Melinda a trouvé des vêtements de femme chez Ron, dans une commode. Je pense qu'ils étaient à Jennifer. J'imagine que ça a dû l'énerver. Elle est tombée sur une lettre d'amour écrite par Jennifer. Elle a trouvé plusieurs lettres d'elle. Des lettres récentes, envoyées du Japon. Je ne sais pas si Ron était toujours amoureux de Jennifer. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Les gens désespérés font des choses désespérées. Tout allait finir par s'écrouler tôt ou tard. La nouvelle petite amie de Ron Ihiri, Melinda, découvre qu'il est toujours en contact avec son ex, Jennifer. Mais elle ignore la nature de leur relation. Melinda a dû se rendre compte que Ron avait une relation de longue date avec Jennifer et qu'elle lui rendait visite de temps en temps quand elle revenait du Japon ou d'Angleterre. Je pense qu'il prenait sa relation avec Melinda au sérieux. Mais en même temps, il avait des tiroirs remplis de vêtements de Jennifer chez lui. Les mois passent et Melinda bouillonne. Je me demande si Melinda savait ce que Ron ressentait pour Jennifer. Peut-être que oui, peut-être que non.
Missing something? Yeah, my Payne-Weber statement. Have you seen it? I don't think so. I don't miss much, but no, I don't think I've seen that. Frank, I'm sorry to bug you at home, man. It's just... What's going on? Well, I've stopped getting my statements. All right, I'll look into it. Il s'inquiétait pour son argent. Il se demandait pourquoi il ne recevait pas ses relevés. À ce moment-là, il ne comprenait plus rien. I need answers. Now's not a good time. Frank, I need to see those statements. Before the weekend. Okay. How's Thursday? Thursday. Quand on règle ses comptes avec la personne à qui on a confié son argent, il faut y aller mollo. Mais au bout d'un moment, il a dû lui dire « Allez, Frank, donne-moi une meilleure explication que ça. » À la même période, Ron essaie de prouver à Melinda qu'il prend leur relation au sérieux. Il s'apprêtait à faire un voyage au Nouveau-Mexique avec sa petite amie. Le travail de Melinda lui prenait beaucoup de temps. Ron voyageait souvent pour le boulot. C'était l'occasion de passer du temps ensemble. New Mexico? I want to make this right. Have some time away together, you know? Okay. Melinda accepte de partir en voyage, mais elle ignore que Ron ne lui dit pas tout. De toute évidence, Ron avait reçu une lettre et l'avait ouverte pendant qu'il était au téléphone. You sound like you're a million miles away. I'm fine. Just gotta take care of a few things. Call me tomorrow? Hey, it's Ron. I'm probably sailing. Leave a message. Ron? Pick up. I know you're there. Sa situation financière devait le perturber. En plus, Jennifer était au Japon et avait peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Ça devait l'angoisser. Hey, it's Ron. I'm probably sailing. Leave a message. Ron devait déjeuner avec sa mère, mais il n'y est pas allé. Sa mère n'a pas réussi à le joindre. D'habitude, Ron répondait toujours aux appels de sa mère. Elle s'est dit qu'il lui était arrivé quelque chose. Ron était très proche de ses parents, surtout de sa mère. Même si elle commençait à vieillir, ils se parlaient tous les jours. Elle n'arrêtait pas d'appeler, mais personne ne répondait. Alors elle est allée voir ce qui se passait. Madame Iri, la mère de Ron, est allée chez lui ce jour-là. Elle lui avait fait sa lessive. Sa mère l'a trouvé. Il était par terre.
Ça devait faire plus de 24 heures qu'il était allongé là. Sa mère l'a recouvert d'une couverture et elle nous a appelés. Chaque enquête compte, mais celle-là m'a particulièrement touché. Ron Erie était un de mes anciens camarades de lycée. On avait le même groupe d'amis. Il avait 2 balles dans le corps. On ressent une douleur particulière quand une de ses connaissances est victime d'un crime pareil. Ça fait beaucoup de peine. Et ça nous pousse à découvrir ce qui s'est passé et qui a fait ça. L'un de ses voisins nous a invités chez lui pour qu'on soit tous ensemble. Paul m'a appelé. Il m'a dit que Ron était mort. Je lui ai répondu, « Qu'est-ce que tu dis? Attends, quoi ?» Il était complètement bouleversé. Il bredouillait. Ce qu'il disait n'avait aucun sens, c'était absurde. Mais il a fini par me dire ce qui s'était vraiment passé. Et je me suis écroulée. C'était terrible. Je n'y crois toujours pas. Je n'arrive toujours pas à croire que quelqu'un ait pu lui faire ça. Je ne me souviens plus des semaines qui ont suivi. Je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé. C'était horrible. Quelqu'un a tué mon meilleur ami. On a appelé la brigade criminelle de la police d'État pour qu'ils viennent fouiller les lieux et vérifier s'il y avait des empreintes ou d'autres preuves qui nous permettraient de résoudre l'enquête. On a interrogé plusieurs personnes, dont ses amis et ses voisins. Les voisins de Ron l'ont vu tirer sur des étourneaux. Mais il avait un fusil à air comprimé, pas un vrai fusil. Le tueur avait un pistolet. Le portefeuille de la victime avait disparu, mais on a retrouvé de l'argent et des objets de valeur dans la maison. Plusieurs choses m'ont interpellé quand j'ai fouillé la maison. Il y avait un magazine sur la table. Il y avait un pot de lubrifiant ouvert sur la table de chevet. Et sous son oreiller, on a retrouvé un appareil. Un vibromasseur, plus exactement. La police envisage la piste du crime sexuel. Pendant ce temps, les proches de Ron se recueillent chez un voisin. On était nombreux et ça nous a permis de discuter. Ce n'était pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais pour découvrir ce qui était arrivé, comment et pourquoi c'était arrivé. La chasse était ouverte. On partageait toutes les informations qu'on avait récoltées. On essayait de trouver le coupable. Je me disais que ça pouvait être une de ses amies qui l'aurait tué par jalousie, parce qu'elle avait des vues sur lui. J'avais des doutes sur l'innocence de Melinda. Ça ne lui a pas plu. Elle était bouleversée. Je pense qu'elle se sentait très seule. J'étais avec mes amis quand Jennifer est rentrée du Japon.
talk to the girlfriend. Girlfriends. Ron avait 2 femmes dans sa vie. Les enquêteurs interrogent d'abord Jennifer, qui le connaît depuis plus longtemps. How would you describe your relationship with Ron Hearing? It was complicated. So how long were you and Ron together? About 9 months. Where were we last Thursday? At home. In New Jersey. Can you prove that? Absolutely. L'une d'elles était à Tokyo au moment du meurtre. Alors, elle avait un alibi en or. Mais on surveillait de très près sa compagne de l'époque et son entourage. Les policiers soupçonnent Melinda, mais à peine ont-ils commencé leur enquête qu'une nouvelle piste les mène dans une toute autre direction. Un bijoutier nous a appelés pour nous dire que 2 jours auparavant, quelqu'un avait essayé d'utiliser la carte de crédit de la victime pour acheter une bague à $3500 dans sa boutique. Do you have any security cameras? All right, please send the image over. La carte de crédit avait été utilisée aux environs de 13 heures, la veille de la découverte du corps. La transaction avait été filmée par les caméras de surveillance. On a trouvé les images de la personne qui a essayé d'acheter la bague. This is not Ron Hearing. So who is it? Les images de vidéosurveillance étaient assez floues. Ce n'était pas Ron. Mais on ne savait pas qui c'était. On avait des images de quelqu'un qui se servait de la carte de Ron juste après le meurtre. Cette personne était forcément allée chez lui. Vous savez qui était entré chez lui. Cette carte était un indice crucial. Pour identifier le suspect, les enquêteurs montrent les images de vidéosurveillance aux proches de Ron. This isn't my son. It looks like Paul. Paul? You're sure this is Paul? La mère de M. Heery trouvait qu'il ressemblait au dentiste qui était ami avec son fils. Ils ont interrogé Paul parce qu'il avait vécu avec la victime et qu'il ressemblait à l'homme sur la vidéo. You guys have a falling out? A little tiff? No. Ron was like a brother to me. Ils voulaient savoir s'il y avait de l'eau dans le gaz entre eux. Is that you? No. L'image était trop floue. On ne pouvait pas voir tous les détails. On n'était sûr de rien, mais c'était peut-être lui sur la vidéo. Do you have anything to hold me on? You're free to go. If you see this man, or know someone who recognizes him, you call me. Après ça, il a décidé de ne plus nous parler. Les amis de Ron se réunissaient chez un voisin qui habitait en face de chez lui. Ils ont continué leur enquête pendant plusieurs mois. Il y avait toujours un petit groupe qui essayait de résoudre ce mystère. C'était comme si le pilier du groupe avait disparu et que le reste s'effondrait. C'était ça. C'était toujours agréable d'être avec Ron. Je veux pas pleurer. Désolée. Les amis de Ron se sont réunis. They think I killed Ron and then stole his credit card. Oh my God. That looks like Frank Vanderveer.
Quand elle a vu la photo, elle a reconnu Frank Vandever, le courtier. Jennifer fait part de ses doutes aux enquêteurs. Il se concentre alors sur Frank. Ron avait reçu une lettre qu'il avait ouverte pendant qu'il téléphonait à sa petite amie. Cette lettre était inquiétante parce qu'elle disait que son courtier ne travaillait plus pour la société qu'il employait auparavant. Frank s'était fait licencier le lundi précédent, soit 3 jours avant la mort de Ron. Il avait volé de l'argent sur le compte d'un de ses clients. On est allé chez lui à Guilford, dans le Connecticut, pour lui demander ce qu'il faisait le jour du meurtre. Mr. Vanderveer, how you doing? Sorry to disturb you. You got a minute? Yeah. How can I help you guys? We just got a couple of questions. Where were you last Thursday? I was working in New Haven. Why? This letter look familiar? Oh yeah, we were supposed to meet about that on Thursday. I tried to call Ron, but he didn't answer. Je voyais qu'il était très nerveux. Is this you? No. You're sure? Yeah. Okay. Thanks for your time. We'll stay in touch, Frank. All right? À ce moment-là, on n'avait pas assez de preuves. Il nous fallait plus d'informations pour avancer. Quand ils se sont renseignés sur Vandever, ils ont découvert qu'il faisait partie de la réserve navale et qu'il était en mission le week-end précédant le meurtre. La police interroge les collègues réservistes de Frank. J'ai reçu un appel du commissariat de North Stannington. Les enquêteurs voulaient me voir. J'étais un homme à l'époque. J'ai entamé ma transition il y a 4 ou 5 ans. So how do you know Frank Vanderveer? He's my unit leader. Can I ask why? We're conducting a murder investigation. Do you know if Frank was comfortable around firearms? Matter of fact, he was. Frank savait que j'avais une arme. Il voulait quelque chose pour protéger sa famille. On est allé chez l'armurier ensemble et il a acheté une arme. On l'a essayé sur un champ de tir dans le Connecticut. So you helped him choose a gun. Je lui ai conseillé de prendre un 357, un 9 mm ou un 45. Il a eu le coup de cœur pour un Iver Johnson calibre 22. That is really sweet. I mean, look at this. This is sleek. It's light. You can conceal this super easily. C'est un petit pistolet semi-automatique. Je crois qu'il avait 7 balles dans le chargeur. Une petite arme qu'on peut facilement cacher. Ça s'est passé quelques semaines avant le meurtre. Pour les enquêteurs, c'est à ce moment-là que Vandever s'est procuré l'arme du crime. Anything else strike you as unusual about that day? You think there's such a thing as a perfect crime? Après réflexion, je pense qu'il ne voulait pas seulement protéger sa famille. Je lui ai dit qu'aucun crime ne pouvait être parfait, qu'il restait toujours des indices. It did seem a bit odd. You're right about that, Bobby. Thank you so much for your time. Tout accuse Frank, mais les enquêteurs manquent de preuves. Pour l'instant, leur suspect numéro 1 est toujours en liberté. Hello, ma'am. We have a warrant. Would like to talk to your husband. I don't know where he is.
Il avait laissé une lettre qui insinuait qu'il s'était suicidé ou qu'il avait disparu. Dans cette lettre, il disait qu'il voulait éviter des problèmes à sa famille et qu'il avait toujours aimé sa femme. Elle avait l'air gentille, mais on aurait dit qu'elle en savait plus que ce qu'elle nous disait. On a fouillé toute la maison. On n'a pas trouvé d'armes. Jack? Mais on a trouvé des balles du même calibre que celles qui avaient tué Ron Erie. There's something you should see. La femme de Frank nous a donné une boîte remplie d'objets qu'elle avait trouvés dans les affaires de son mari quelques années auparavant. Elle les avait gardés au cas où. Ils avaient divorcé et s'étaient remariés. Elle les gardait au cas où leur couple traverserait une nouvelle crise. Je dois dire que ça m'a choqué. Peu de choses me surprennent quand il s'agit de Frank. Mais là, j'étais stupéfait. Je ne savais pas du tout qu'il se travestissait. Ça ne m'a pas surpris. On ne sait jamais ce que font les gens en cachette. Thank you for your time, man. Tout ce qu'on avait trouvé sur les lieux du crime, comme le magazine sur la table ou le vibromasseur sous l'oreiller, nous confortait dans l'idée qu'il faisait un bon suspect dans cette enquête. On a obtenu l'autorisation d'arrêter Frank Vandever pour le meurtre de Ron Erie. Mais il était introuvable. Frank ne voulait pas se retrouver au pied du mur. Ça a laissé un vide dans ma vie. Je pensais qu'on serait amis pour toujours. On ne peut pas revenir en arrière. Frank Vandever est le suspect numéro 1 dans l'affaire Ron Erie. La police n'est pas convaincue par sa soi-disant lettre de suicide. Le suicide restait bien sûr une possibilité, mais les enquêteurs pensaient qu'il s'était enfui et qu'ils savaient qu'il était recherché. Un suspect de l'affaire Ron Erie leur a échappé. Il avait disparu. Frank n'était pas du genre à se suicider. Pas du tout. Ça doit être pour ça que la police n'a pas cru à sa lettre de suicide. Frank aurait fait n'importe quoi pour survivre. Il ne voulait pas se retrouver au pied du mur. On a envoyé le plus d'informations possible à nos collègues, dans tous les commissariats du pays. Mais pendant plusieurs semaines, aucune trace de Ron, jusqu'à ce qu'un commissariat se manifeste. Quand la police l'a retrouvé, Frank vendait des voitures d'occasion à Orangetown, dans l'État de New York. On the ground! You're under arrest! On the ground! On the ground! Come back! You're under arrest. Il était en cavale et il était recherché par plusieurs services de police. Pourtant, il avait réussi à retrouver une vie normale. Il avait trouvé du boulot et il avait fait venir sa famille. Il avait voulu aller de l'avant et je trouvais ça complètement dingue. C'était bien son genre. Les enquêteurs ignorent quand et comment sa femme a réussi à le joindre, mais ils décident de ne pas la poursuivre en justice.
Il ne pouvait pas prouver qu'elle savait ce qu'il faisait, ni qu'il avait tué quelqu'un. S'il y a bien une chose que j'ai remarquée chez Frank, c'est que, pour lui, le bien et le mal, ce n'était pas tout noir ou tout blanc. C'était plutôt des nuances de gris. Frank est en garde à vue et les enquêteurs assemblent les pièces du puzzle. I need to see those statements. How's Thursday? J'ai cru comprendre que le jour du meurtre, Frank savait qu'il était sur la sellette. Tout allait finir par s'écrouler tôt ou tard. You sound like you're a million miles away. I'm fine. Just gotta take care of a few things. Au total, Van de Ver avait volé presque un demi-million de dollars à plusieurs clients différents. La somme qu'il avait volée à Ron représentait presque toutes ses économies. Elle s'élevait à une soixantaine de milliers de dollars. La discussion n'allait pas être agréable. En plus, Ron connaissait Frank depuis quelques années. Lui voler de l'argent, c'était une immense trahison. Frank jouait avec l'argent de ses clients. Il pariait sur les hausses et les baisses de la bourse. Si l'indice sur lequel il avait misé grimpait, il empochait les gains. Si l'indice baissait, c'était à la charge du client. Sincèrement, je ne crois pas que Frank était conscient qu'il volait de l'argent à ses clients. Je pense qu'il voyait plutôt ça comme un prêt qu'il rembourserait plus tard. Frank est allé voir Ron. Je pense qu'il n'avait pas seulement l'intention de lui parler. Il avait pris des armes avec lui. Il avait de quoi faire taire Ron s'il avait quoi que ce soit contre lui. Il n'y allait pas pour discuter. Impossible. Ça ressemble bien à Frank de tout prévoir méticuleusement. Escroquer quelqu'un, c'est un acte de trahison de la pire espèce. C'est ce qu'il a fait à Ron. Je trouve ça impardonnable et je pense que Ron ne comptait pas lui pardonner ça. Le responsable de la société pour laquelle Frank travaillait nous a expliqué qu'il ne pourrait jamais travailler dans une grande société de courtage. Avec un blâme, il pouvait travailler dans une petite société de courtage. Mais au deuxième blâme, il n'aurait jamais pu retrouver un poste dans le milieu du courtage. Ron lui aurait coûté un deuxième blâme. C'est sûrement ça qui l'a poussé à bout. Frank Van de Ver a essayé de convaincre Ronnie Erie qu'il le rembourserait plus tard. Mais Ronnie Erie ne l'a pas cru. Et c'est là que le coup est parti. Je pense que Frank était désespéré. Il devait se sentir pris au piège. Il ne savait pas comment s'en sortir. C'est pour ça qu'il a fait ça. Mais Frank était quelqu'un d'intelligent. Alors, je ne sais pas comment il a pu croire qu'il s'en sortirait indemne. C'est ce que je ne comprendrai jamais. Quand un accusé accepte un plaidoyer Alford, ça veut dire qu'il clame son innocence, mais qu'il reconnaît que la police a assez de preuves pour l'inculper. Pour négocier sa peine, il fallait qu'il avoue avoir maquillé les lieux du crime en y mettant des accessoires de travestissement. Son groupe d'amis a fini par se dissoudre. C'est un euphémisme.
Au bout de 5 ans, ils étaient devenus des étrangers les uns pour les autres. Cette enquête comptait beaucoup pour moi, parce que je connaissais bien Ron. Chaque enquête compte, mais celle-là m'a particulièrement touché, parce que je connaissais Ron. C'était une grande perte. Il était très gentil. Il est mort pour des bêtises. Ce qui me manque le plus chez Ron, c'est son beau sourire et sa générosité naturelle. C'était un très bon ami, comme on en rencontre peu. Plus on vieillit, plus on a du mal à se faire d'aussi bons amis. Il était toujours là. C'était l'un de ses amis de qui on pouvait être très proche, sans forcément se voir tous les jours. Quand on se voyait, c'était comme si on s'était vu la veille. C'est pour ça que je l'aimais. Dès que je vois un bateau, je pense à lui. Ça a laissé un vide dans ma vie. Je pensais qu'on serait amis pour toujours. Je pensais qu'il serait là à mon mariage. Je pensais passer plus de temps avec lui, mais tout s'est arrêté net. On ne peut pas revenir en arrière. C'est impossible.